chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Alors l'émission de cette semaine va être très particulière en cette période de Covid-19 puisque nous allons parler de festivals. Vous savez combien j'accorde d'intérêt aux différents festivals qui cette année malheureusement sont remis en cause pour certains. Et là je vais donner la parole toujours via Skype à Cécile Debré, à qui je dis avant tout, avant de la présenter, bonjour Cécile Debré. Bonjour Monique. Cécile, je suis très contente de pouvoir converser avec vous, vous présenter en tant que directrice du musée de l'Orangerie à Paris, dans le jardin des Tuileries, haut en couleur. Et ça, je vous promets, on consacrera une émission entière à l'Orangerie. Je vous en remercie. Et vous êtes directrice du Festival des résidences d'artistes Viva Villa, avec sa 5e édition, d'accord, et son rendez-vous à la collection Lambert en Avignon du 24 octobre 2020 au 10 janvier 2021. Alors, je vous donne la parole. Parlez-nous de ce festival. Avant tout, présentez-le. Alors, ce festival a été effectivement créé en 2016 pour mettre en évidence en fait le travail et l'existence de 3 grandes résidences d'artistes à l'étranger, que sont donc la Villa Médicis à Rome, qui est un peu la doyenne, hein, qui a été créée sous l'Ancien Régime autour du fameux prix de Rome. La Casa de Velázquez, plus récente, hein, qui a été créée au début du XXe siècle et qui est installée à Madrid, dans un échange avec la culture hispanique. Et enfin, la Villa Kujuyama, qui elle aussi a été créée au XXe siècle, à Kyoto, et qui est évidemment en position de dialogue avec la culture nippone. Et donc, ces trois prestigieuses résidences artistiques ont la particularité, évidemment, d'être à l'étranger et ont ressenti le besoin de montrer, de donner à voir ce qui se passe dans leurs murs à l'étranger, donc de donner à voir aux Français, en France en tout cas, c'est ce fonctionnement qui peut paraître un peu mystérieux ou un peu gratuit à la plupart d'entre nous. Et donc, le festival s'appelle Festival parce qu'il réunit un grand nombre de disciplines. Ces résidences accueillent des peintres, des sculpteurs, des plasticiens, des vidéastes, mais aussi des musiciens, des chorégraphes, des écrivains. Ça va même jusqu'aux designers, aux architectes, voire même à l'art culinaire ou au parfum. Bref, toutes sortes de disciplines qui sont finalement le symbole de la création, hein, de ce qu'on peut appeler aujourd'hui la création, et qui ont besoin, donc, je dirais, d'un format suffisamment ouvert pour s'exprimer. Donc, le format du festival permet à la fois d'accueillir des performances, du spectacle vivant, des concerts, mais également des cycles de cinéma, des lectures littéraires. Et évidemment, et c'est autour de de cet exercice que se place le festival, une grande exposition qui déploie l'œuvre de plus de 50 artistes cette année à la collection Lambert à Avignon. Et donc Cécile, si j'ai bien compris, c'est la merveilleuse occasion pour tous ces artistes de se faire connaître. Alors oui, je pense qu'il faut être un peu nuancé, c'est-à-dire que ce sont encore une fois des résidences artistiques très prestigieuses. Donc vous avez à la fois de jeunes artistes qui débutent dans leur carrière, mais vous avez également des artistes très confirmés. Et c'est l'intérêt, je dirais, à la fois de ces sortes de cordées qui permettent aux artistes les plus confirmés
d'entraîner avec eux les plus jeunes. Et également, c'est l'intérêt de ces résidences, c'est cette cohabitation de plusieurs disciplines qui vient en quelque sorte contaminer le travail des uns et des autres et qui fait toute la richesse de ces années de résidence. Vous organisez aussi, si j'ai bien compris, un week-end inaugural. Alors voilà, pour structurer ces différents moments de monstration, en général, nous avons un week-end d'ouverture qui permet de déployer le spectacle vivant, c'est-à-dire un grand concert avec la plupart des compositeurs, une série de performances, que ce soit chorégraphiques, plastiques ou même vidéastes au moment de cette inauguration. Et évidemment l'inauguration vernissage de l'exposition. Et le troisième élément que je n'ai pas mentionné, c'est la publication d'un catalogue qui permet aussi évidemment de garder trace de cette édition, mais également d'accueillir les écrivains dont évidemment le mode d'expression est celui du livre. Alors, j'ai cru comprendre, et je crois que vous allez le confirmer, que cette année, justement, compte tenu de la difficulté, y compris d'organiser ce festival, les auteurs et les artistes ont tenu un petit peu à s'exprimer autour de la fragilité de la condition humaine. Alors, en fait, la manière dont j'ai organisé le festival avec toute l'équipe de Viva Villa, parce que c'est un travail collectif, il y a toute une équipe qui a le défi d'organiser en un temps record ce festival autour de, je vous le disais, entre 50 et 60 artistes. C'est plutôt d'esquisser un lien, un fil directeur qui relie l'ensemble des travaux. Et effectivement, après la visite des différents ateliers, qui est en fait l'acte premier de l'organisation du festival, il m'est apparu que la question du réalisme, la place de la figure, cette attention presque humaniste au réel, et quelque chose qui pouvait relier l'ensemble des travaux. C'est une manière je dirais, de construire une narration très large, très ouverte, qui permette de préserver la spécificité, la singularité de chacun. Mais c'est pourquoi j'ai placé sous l'égide du merveilleux titre Vie minuscule, titre d'un des romans de Pierre Michon, de placer donc cette édition sous ce regard lié finalement à l'humanisme et au réalisme. Alors évidemment, quand j'ai fait ce travail-là, c'était avant l'épidémie. Et l'épidémie a confirmé totalement, évidemment, cette lecture sur la fragilité de la condition humaine, la fragilité même du monde, de la nature. Et ça a été évidemment à la fois une très belle et en même temps une très triste coïncidence. Voilà. Et donc, tout ceci, pour rappeler aux auditeurs, se passe au sein de la collection Lambert en Avignon. Voilà, alors c'est maintenant la deuxième année que nous sommes installés à la collection Lambert. C'est un lieu particulièrement intéressant pour les artistes parce que lieu dédié à la création contemporaine. Donc, c'est une manière de s'afficher, je dirais, dans un des plus beaux lieux de l'art contemporain. C'est également Avignon, une ville de festival. Et cette année, à cause de la pandémie, nous nous sommes inscrits dans la semaine d'art du Festival d'Avignon qui se tient parce que l'édition de l'été n'a pas pu avoir lieu. Et donc, on revient aux origines en fait, du Festival d'Avignon qui s'était inscrit dans une sorte de dialogue entre art plastique et théâtre. Et c'est finalement assez heureusement que l'on rejoue ce dialogue entre les disciplines.
Quel beau programme. Alors Cécile, je vais vous demander de présenter quelques-uns de vos auteurs et artistes. On va commencer peut-être par la littérature. On ne va malheureusement pas pouvoir présenter les 51 auteurs ou artistes, mais je pense que vous pourrez en présenter une petite dizaine. Oui, alors ça, c'est un exercice qui est toujours un peu difficile parce que, et un peu injuste, parce il y a vraiment beaucoup d'artistes de talent, beaucoup de créateurs de talent, parce que certains ne sont pas artistes, sont des écrivains, comme vous l'avez dit. Je pense par exemple à quelqu'un qu'on entend beaucoup en ce moment, qui est Nathalie Azoulay, qui va proposer un dialogue avec... pardon, un dialogue autour des films de... Je suis un peu troublée, je cherche dans mon catalogue, voilà. Un dialogue autour du célèbre cinéaste Ozu, avec Serge Toubiana, donc grande personnalité du cinéma, qui était le directeur des cinémathèques, et donc avec qui elle engage un très joli dialogue où se mêle à la fois une interrogation sur leur propre vie, sur des éléments biographiques en pleine période de confinement. Et donc, chacun a regardé les films d'Ozu et ils ont échangé ensuite entre eux sur ce cinéma. Pour parler, donc il y aurait évidemment beaucoup d'autres écrivains qu'il faudrait citer. Il y a Mathieu Larnaudy. J'ai un peu j'essaie de vous... Je ne vais pas pouvoir tous les citer, mais peut-être si on veut peut-être vous dire également qu'il y a des performeuses qui travaillent aussi autour de la langue. Donc je pense par exemple à Anne Le Trotteur qui va venir faire des performances sur le langage, un langage qui est très formaté par l'univers du commerce, l'univers de la technologie. Donc, elle va faire des performances le dimanche de l'inauguration qui vont être assez formidables. C'est une artiste qui est déjà montrée à la Fondation Ricard, qui a aussi été montrée au centre Pompidou. On aura également une très belle installation d'un duo d'artistes qui montrent séparément des œuvres, mais qui seront dans le même espace. Je pense à Hugo de Verchères et Keke Villa Belda, qui vont en fait proposer une sorte de cosmogonie un peu fantastique, très presque un peu post-apocalyptique ou antédiluvien comme on le veut, sur un paysage assez lunaire avec un sol recouvert de sel, de gros sel, et donc des œuvres sur la cristallisation ou sur la peau des murs. Donc ce sera un très bel espace. Je pense évidemment au duo Petrel-Roumaniac qui travaille à la fois à cheval sur le théâtre et sur la photographie contemporaine, et qui vont proposer une sorte de relecture des romans de science-fiction d'Ursula Le Guin. Donc on a par exemple avec ces deux exemples vraiment une sorte de préoccupation sur le devenir écologique du monde, hein, qui est tout à fait d'actualité. Vous parlez peut-être également de Sami Belogi, qui est un artiste aussi relativement confirmé, qui propose une lecture très sensible du postcolonialisme et au moyen de la vidéo, où il revisite comme ça un passé colonial avec beaucoup je dirais, de poésie et en même temps d'acuité politique. Vous parlez de deux artistes femmes que je trouve très intéressantes, Laetitia Martinez-Pérez et Jeanne Visserial, qui ont deux univers très différents, mais qui toutes les deux parlent en fait du corps des femmes, d'un corps morcelé, biologique et en même temps genré.
donc dans des installations et des vidéos tout à fait étonnantes. Et je pourrais continuer comme ça. Il y a François Olisleger, qui est plutôt un auteur de bande dessinée et qui se met à la peinture pour nous proposer une sorte de monde fantastique tout à fait étonnant. Également l'univers musical de Jonathan Bell, etc. C'est un peu difficile de l'évoquer comme ça par vidéo. Je pense qu'évidemment, il faut venir voir l'exposition si on peut. Il faut regarder le catalogue. On fera, je pense, aussi pas mal de vues, de stories sur les réseaux sociaux pour donner à voir le travail de ces artistes. C'est très fourmillant, très juste sur le monde tel qu'il va. L'exposition finit sur une petite section que l'on a ouvert à des journaux de confinement, c'est-à-dire comment ces artistes se sont saisis des moyens du bord, c'est-à-dire le smartphone, l'iPad, pour décrire leur quotidien, un monde qui s'est rétréci. Sont des œuvres extrêmement inventives et en même temps extrêmement justes sur ce qui est en train de se passer. Hein. Malheureusement, ça n'est pas fini. Voilà, donc il y a beaucoup d'échos avec l'actualité, avec le monde tel qu'il va. Et mon rôle, ça a été de proposer une sorte de narration, de promenade rythmée à travers l'ensemble de ces œuvres. Cécile, côté cinéma, j'ai vu que vous parlez entre autres de Marine de Conte, oui, qui est réalisatrice et monteuse, et je crois que vous avez d'autres intervenants également de l'ECAM. Oui, en fait. Alors côté cinéma, effectivement, Marine de Conte va proposer une vidéo, une installation vidéo plutôt de type plasticienne, qui est au départ pas tout à fait son univers. Et donc ça, c'est vraiment l'intérêt de ces résidences artistiques. Et on montrera dans un cycle de films plusieurs de ces... Elle a fait un magnifique documentaire sur la chasse à la palombe qui sera montré dans le cycle. Mais on a également des cinéastes comme Blaise Perrin qui montrera aussi certains de ses documentaires tout à fait passionnants. Alexandre Westphal également. Donc il y a plusieurs artistes cinéastes qui seront présentés dans l'auditorium de la collection Lambert. Et côté métier d'art? Alors, métier d'art, c'est une caractéristique qui est très fortement représentée à la Villa Kujuyama. Et nous aurons quelques objets, notamment des petites céramiques de Luce Moreno et d'Anaïs Silvestro qui seront montrées dans la section sur le confinement parce que ce sont des objets extrêmement petits qui montrent une sorte d'attention au quotidien qui est tout à fait frappante. Nous allons montrer également des objets de design du couple Frédéric Bachelard et Flavien Menu qui sont à la Villa Médicis et qui ont inventé une sorte de mobilier nomade qui serait en résonance avec le mode de vie contemporain urbain et qui permettrait, ils imaginent comme ça même une sorte de maison nomade qui permettrait d'être montée, remontée en fonction des aléas, je dirais, de la vie des uns et des autres. Voilà. Et côté photographie? Alors, photographie, je vous en ai un petit peu parlé. On va montrer donc des photographies aussi de Blaise Perrin, qui a fait un reportage tout à fait étonnant sur une sorte de cathédrale d'un personnage espagnol qui serait un peu le facteur cheval espagnol. Hein. Donc, il a fait un magnifique reportage photo sur ces aspects-là. Je vous ai parlé de Petrel Roumaniac, qui sont de formidables photographes plasticiens. Également, Keke Villabelda, qui est un artiste
qui a beaucoup photographié la ville et que l'on montrera sur un format, je dirais, numérique. Mais c'est beaucoup plus vaste. Jeanne Dussérial et Laetitia Pérez, dont je vous parlais, ont beaucoup utilisé la photographie par le smartphone comme une sorte de, je dirais, de médium tout à fait souple. Également, qui je pourrais évoquer, il y en a évidemment bien d'autres qui ont utilisé. Vous avez Samuel Cap aussi. Voilà, alors oui, Samuel, j'aurais dû évidemment bien sûr en parler. Samuel Grattacap, qui est évidemment un photographe très, très connu, merci de me le rappeler, qui s'inscrit lui beaucoup dans la tradition ou disons la filiation du photoreportage, mais pour en faire quelque chose de très différent, puisque il présentera une grande installation sur la question des migrants. Où il mêle à la fois des objets, de la photographie, des objets d'archives qui permettent presque de réifier ce que serait une enquête sur cette question des migrants. Cécile, et en composition musicale? Alors la musique est extrêmement bien représentée, notamment il y a plusieurs compositeurs. Alors, je vous ai parlé de Jonathan Bell, mais Étienne Anne, qui sont donc qui ont profité de ces résidences pour nouer des collaborations avec des plasticiens. Donc, on verra chez eux une réflexion sur l'écriture musicale qui lie à la fois le numérique, mais également une écriture, je dirais, d'une musique concrète qui est finalement assez proche de ce que serait l'univers plastique. Du côté, je regarde, on aura également tout un programme avec une proposition tout à fait particulière je recherche, excusez-moi, d'un artiste qui a créé, pardon, j'ai un trou, je vais le retrouver. De Bastien David, pardon, qui a créé ce qu'il appelle un métallophone, qui est un instrument, une sorte d'émanation d'un gigantesque xylophone qui travaille sur le microton et qui évidemment résonne assez bien avec notre thématique des vies minuscules et qui a fait un merveilleux instrument de musique qui sera à la fois un objet et à la fois évidemment une musique. Cécile, nous allons peut-être terminer avec l'art culinaire. Oui, alors là, je sens que ça vous a intrigué, effectivement. C'est évidemment tout à fait particulier. C'est donc le duo Luce Moreno et Anaïs Silvestro qui se sont inspirés de la tradition japonaise qui, comme on le sait, l'art culinaire au Japon est un véritable art, hein, avec ses traditions et ses spécificités très codifiées. Et en fait, elles ont inventé une sorte de cérémonie autour de l'olivier qui est un peu en dialogue avec la cérémonie du thé à la japonaise. Malheureusement, vu les conditions sanitaires, c'est une performance que l'on ne pourra pas proposer au public. Comme vous le savez, les conditions se sont plutôt détériorées. Donc, en tout cas, ce travail de recherche est explicité dans le catalogue. Il y aura peut-être un tutoriel. Oui, on pourra leur suggérer. Voilà, je sais pas. Je rappelle que le festival Viva Villa se tiendra donc du 24 octobre 2020 au 10 janvier 2021 à la collection Lambert en Avignon. Je remercie très chaleureusement Cécile Debray
commissaire du festival. Merci Cécile. Merci à vous et j'espère que vous serez nombreux à venir à Avignon. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle.